Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous ce soir. On sait que pour certains, enfin pour beaucoup d'entre vous, c'est des périodes de conseils de classe, etc. C'est vrai, ou d'échanges scolaires. Et voilà, c'est pas facile ce mois de mars, d'autant plus avec les épreuves Bashiba qui commencent très tôt cette année. Donc un grand merci de vous connecter ce soir. Aujourd'hui, donc, Anne-Laure Garcia va vous accompagner pour aider vos élèves à la partie écrite de l'épreuve de langue et littérature française. Encore un grand merci à Anne-Laure au nom de l'ambassade, enfin voilà, notre nom, Laure et moi, pour nous accompagner sur cette formation une fois de plus. Je me permets de rappeler aussi que vous pouvez trouver, comme on l'a dit la semaine dernière, le guide didactique de Anne-Laure sur le site du ministère de l'Éducation, qui vous offre un bon complément par rapport à tout ce qu'elle va vous dire ce soir. Et comme on l'a voulu, comme la semaine dernière, comme lors de son premier webinaire sur la présentation plus générale du Bachibac, Anne-Laure, voilà, va vous accompagner de manière très concrète dans la préparation des élèves en partant notamment de sa propre expérience qui date depuis longtemps. Dans la mesure du possible, comme la semaine dernière, voilà, on va vous demander de laisser vos caméras allumées, comme ça on voit vos visages et particulièrement Anne-Laure. En revanche, de bien vouloir éteindre vos micros. Voilà, et puis pour toutes questions que vous voulez poser, ben, on vous invite à les poser dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, ben, Anne-Laure, encore merci et on te laisse avec Laure la parole. Merci beaucoup, Laure. Donc, bonjour à tous. On va donc cet après-midi s'intéresser aux commentaires et à la rédaction en Bachibac. Donc, moi aussi, comme vous, je suis un peu débordée en ce moment avec les conseils de classe, etc. Donc, merci beaucoup d'être là. Je partage ma présentation. Voilà. Donc, ça devrait être bon. Donc, aujourd'hui, on va d'abord, en fait, j'ai divisé le webinaire en deux parties. D'abord le commentaire et ensuite l'argumentation, la rédaction. Ils sont structurés de la même façon. On va parler donc de la loi, du texte réglementaire, ensuite de la littérature en Bachibac. Ensuite, on parlera de l'épreuve, de la méthodologie de réponse et on terminera avec une étude de cas. Je vous proposerai des réponses d'élèves à une question et de commentaires et je vous inviterai à réfléchir ensemble à comment corriger voilà, une question de commentaire. Et la même chose pour la rédaction, donc on reviendra sur la loi pour ensuite parler de la production écrite en Bachibac, puis présentation de l'épreuve, méthodologie de réponse et finalement une rédaction d'un élève. Voilà, à calibrer, à noter. Bon, comme je répète, même si j'imagine que vous étiez déjà là la dernière fois, donc en Bachibac, nos élèves se présentent donc à les épreuves de langue et littérature et d'histoire d'Espagne et de France. Et je vais m'intéresser concrètement à l'épreuve écrite de langue et littérature française. Alors, comme vous le savez, l'épreuve écrite se divise en deux parties. La note obtenue est sur 10 et on arrondira au demi-point le plus proche la somme obtenue. Nos élèves donc, ont une première partie de 2 heures où ils se présentent, ils ont le commentaire de texte et la rédaction sur 5 points. Et ensuite une pause suivie de l'essai, donc 5 points, 2 heures. Cette partie écrite vaut donc 50% de l'épreuve, de la note, pardon, de langue et littérature française. En quoi consistent donc ces 2 heures? Nos élèves ont toujours le choix entre deux options, A ou B, et ils devront en choisir une et rester sur cette option
Donc, dans un premier temps, ils ont un texte qui pourra être accompagné d'un document graphique. Je n'ai jamais eu l'expérience de voir un texte accompagné d'un document graphique, mais ce n'est pas interdit. Voilà, c'est possible. Et il devra donc faire un commentaire en répondant, en tout cas répondre à 3 questions en 70 mots. Après la deuxième partie, donc de cette première partie, l'élève devra réaliser une rédaction de 250 mots à partir d'un des sujets proposés. Donc, l'élève, il faudra faire attention à ce que nos élèves choisissent l'option A ou B et la rédaction de cette même option A ou B. Qu'il n'est pas, parfois, ils ont tendance à peut-être préférer le sujet de l'option B et d'aller à la rédaction de l'option B alors qu'ils ont choisi l'option A et ce n'est pas possible. Voilà. Alors, on commence par donc le commentaire. Alors, on revient rapidement sur la loi et donc, comme vous vous rappelez, je vous rappelle, donc en langue et littérature française, nous avons 7 compétences, production de compréhension, de production, d'interaction, de médiation, d'interculturalité, de plurilinguisme et de littérature, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui fait la particularité du Bachibac, à différence de l'enseignement du FLE, justement, où cette 7e compétence n'est pas inclue dans la loi. Dans la Orden, concrètement de Bachibac, EFP, barre 935-2022. Donc, il y a également 4 savoirs basiques, dont l'éducation littéraire. Dans ce document également, on nous suggère des textes sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui, des textes littéraires concrètement aujourd'hui, puisque la semaine dernière, nous avons vu les textes proposés pour l'oral. Et il y a des recommandations que nous allons également aborder. Bien, alors, cette compétence qui nous intéresse donc est lire de manière autonome ou accompagnée des extraits et des œuvres de la littérature. Elle nous dit, et je vais prendre une minute pour la lire, excusez-moi, mais je crois qu'elle est primordiale et importante parce que c'est la clé, en tout cas, c'est une des différences de cet enseignement du Bachibac. Donc, on nous dit lire de manière autonome ou accompagner des extraits et des œuvres pertinentes de la littérature française et francophone comme source de connaissances et de plaisir, en les interprétant et en les analysant pour atteindre une meilleure maîtrise de la langue française, pour construire une carte culturelle française et francophone qui élargisse les ressources pour la connaissance du monde et pour accroître les possibilités de plaisir de la lecture. Cette compétence a une double fonction. D'une part, développer des compétences de compréhension, d'interprétation et d'analyse permettant l'accès à des textes, extraits et œuvres pertinentes, du patrimoine littéraire et français et francophone. Et d'autre part, encourager le plaisir de la lecture. En fonction de leur thématique ou des problématiques qu'ils peuvent susciter, chaque année, au moins 3 ensembles d'extraits appartenant au patrimoine culturel français ou francophone produits entre les 16e et 20e siècles seront proposés en les situant dans leur contexte historique et culturel. De même, au moins 2 œuvres seront lues chaque année en donnant la préférence en 2e année à la lecture des œuvres indiquées pour la préparation du sujet d'étude. Des extraits littéraires et des œuvres accessibles aux élèves seront proposés. La lecture autonome sera réalisée librement par les élèves, sera combinée avec la lecture accompagnée, effectuée sous le soutien des enseignants en dehors et à l'intérieur de la classe. Ces lectures autonomes ou accompagnées visent à améliorer la compétence communicative et la connaissance et le plaisir des cultures auxquelles la langue française sert de véhicule, ainsi qu'à comprendre le fonctionnement du phénomène littéraire. Il ne s'agit pas d'entreprendre une étude exhaustive de l'histoire de la littérature, mais de permettre aux élèves d'atteindre des compétences communicatives en langue française en lisant des extraits de textes littéraires divers qui leur serviront à construire des références culturelles combinant des horizons français et francophones, nationaux et européens, et qu'ils pourront relier à d'autres manifestations artistiques et culturelles, ainsi qu'aux valeurs idéologiques et esthétiques de leur contexte de production. Bien. Excusez-moi, je sais que c'était un peu long, mais je crois qu'il faut
il fallait prendre le temps de lire ou d'écouter ce que concrètement, il est écrit sur cette compétence. Les mots-clés à retenir seraient lecture autonome accompagnée, patrimoine littéraire, compétences communicatives, carte culturelle, contexte historique et culturel, valeurs idéologiques et esthétiques. Donc, nous rappeler qu'elle vise à promouvoir la compréhension de la langue et le plaisir de la lecture, tout en facilitant l'accès aux aspects culturels et esthétiques du patrimoine littéraire francophone, que c'est un moyen d'enrichissement personnel et de construction culturelle, sans avoir à étudier, donc faire un examen exhaustif de l'histoire de la littérature. Donc, en ce qui concerne les critères de compétence, les critères d'évaluation, il y en a 3. Et il faudrait retenir de ces 3, le deuxième est celui qui nous intéresse davantage par rapport à l'épreuve de commentaires, puisque c'est analyser un extrait ou non. Je l'ai bien évidemment résumé, mais parce que le premier fait référence à la lecture, à lire de manière autonome ou accompagnée en rendant compte de sa lecture. Ça fait référence soit à la lecture, soit des livres qu'on pourrait lire complets en première année, soit des 2 œuvres au programme de la 2e année. Et faire un exposé, un essai à partir de recherche, c'est également, ça fait référence à cet exercice de 2e année qu'on peut également commencer en première année de réaliser un essai à partir d'œuvres complètes. Alors, également dans notre référentiel, on fait référence donc à des textes. Et vous voyez comme j'ai le 19e, 20e et 21e siècle qui clignotent, parce que ce sont les textes sur lesquels porteront les sujets sur lesquels seront interrogés nos élèves en commentaire lors de l'épreuve externe. Nous, les textes suggérés vont du 16e au 21e siècle, mais tous ne pourraient pas tomber sur tout type de texte. Alors, on nous propose la narration, le roman, la nouvelle et le conte, théâtre, poésie, autobiographie, essais littéraires, philosophiques, textes argumentatifs et de civilisation. Voilà ce que l'on retrouve donc dans le référentiel. Et concrètement, alors pour la narration sur le 16e et le 17e siècle, vous voyez ces cours, on a Perrault, Rabelais. Ensuite, pour le 18e siècle, eh bien, on a des auteurs comme je sais pas, Diderot, Montesquieu, etc., avec quelques œuvres concrètes, des extraits de lettres persanes, par exemple, Montesquieu, etc. Mais les élèves ne seront pas interrogés sur ces auteurs-là. Par contre, dès qu'on rentre dans le 19e siècle, ils pourraient tomber sur un extrait d'une de ces œuvres-là. Alors, j'ai mis en bleu les extraits qui sont sur lesquels que j'ai retrouvés dans les annales de Bachibach de ces dernières années. Donc, on a eu un extrait de Victor Hugo des Misérables, on a eu un extrait de Bel Ami de Guy de Maupassant, on a eu même 2 fois Bel Ami. Ensuite, Tar Benjeloun, ce n'est pas... pardon, je passe au 20e et 21e. On est tombé sur un extrait, mais ce n'était pas L'Enfant de sable ni Niche sacrée d'une autre œuvre. Camus, la même chose, mais une autre œuvre. On a eu Céline avec Voyage au bout de la nuit, Le livre de ma mère de Cohen, La petite tailleuse chinoise. Alors, on est tombé sur La petite tailleuse chinoise en tant qu'œuvre au programme, mais également elle est tombée à l'écrit une année. On a eu La vie devant soi aussi de Romain Gary, Le Clésio, mais une autre œuvre qui n'est pas celle-ci. Nous avons Marc Lévy avec toutes ces choses comme c'est pas dit, dont nous parlerons aujourd'hui justement. Modiano, Amélie Nothomb, Pénac, bon, Marcel Proust, Yourcenar, Marguerite Yourcenar. Donc vous voyez. Ensuite, pour le théâtre, on nous propose des auteurs du XVIIe jusqu'au XXIe siècle. Comme vous pouvez voir, le théâtre n'est pas beaucoup tombé, en tout cas ces œuvres, par rapport aux auteurs qui sont proposés. On a eu Rhinocéros et Art de Yasmina Reza. Voilà.
Ensuite, pour la poésie, nous avons Hugo, Verlaine, Senghor, voilà, qui sont tombés certaines années. Et pour l'autobiographie, est déjà tombé Jean-Paul Sartre, Les mots. Voilà. Et en ce qui concerne l'essai littéraire philosophique, bon, ben, pour le moment, nous n'avons pas eu d'extrait de ces qui sont tombés. Donc, pardon, pour revenir sur ces extraits, donc, ils sont suggérés, mais recommandés parce qu'ils ont été au préalable, il y a eu une certaine sélection. Voilà pourquoi ils sont là. Si l'on compare les référentiels précédents à celui-là, il y a eu des modifications de quelques auteurs. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Donc, on peut supposer qu'il y a eu un filtre, que ces auteurs-là sont choisis et pas mis, qu'il y a une vraie intention derrière ce choix. Alors, comment proposer de travailler la littérature en bachelor en première et en deuxième année? Une proposition serait en première année donc d'intégrer des textes, des extraits littéraires dans des séquences thématiques, comme je vous ai dit, comme je vous proposais, avec une problématique, et donc à chaque fois proposer 2 extraits par séquence. Et également, on nous recommande, en ce qui concerne la littérature, donc on nous dit qu'il faut qu'on étudie 2 œuvres chaque année. Donc, en première année, on devrait donc préparer 2 œuvres. Donc, je pense qu'il est plus simple de faire une pièce de théâtre et un roman. Personnellement, en première année, je fais soit Nock ou le triomphe de la médecine de Jules Romain, soit je fais Art de Yasmina Reza. Je trouve que ce sont 2 œuvres qui sont que les élèves lisent facilement, sympathiques. En plus, on les trouve en vidéo sur YouTube tout simplement, où on peut faire des références entre le texte et comment il est joué. Bon, voilà, c'est assez simple. Même pour Jules Romain, il y a même plusieurs films. Il y a un ancien et un plus actuel. Donc bon, ça peut peut-être aider, motiver nos élèves dans leur apprentissage parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de lire, nous le savons. Et en deuxième année, donc, il est très clair qu'il faut faire 3 séquences sur les œuvres au programme, donc une séquence pour chacune des œuvres, plus une séquence croisée, bien évidemment, mais il faut continuer à travailler la littérature en se concentrant principalement, évidemment, sur le 19e, le 20e et le 20e siècle en deuxième année. Et de la même façon, travailler des extraits tout au long de nos séquences de deuxième année. Alors, si au début de la rappeler qu'il existe ce guide, il a la valeur qu'il en a, c'est la valeur de partage de travail et d'expérience, d'accord, que nous avons réalisé avec une collègue, Alicia Criado. Et dans ce guide, justement, on vous fait des propositions. Il y a 2 pages, il est disponible. Hein, je crois que la semaine prochaine, alors je vais zoomer, je crois que vous puissiez voir un peu mieux, mais donc vous voyez, ce qu'on a fait, c'est prendre des œuvres qui sont dans le référentiel, des auteurs, pardon, et des œuvres, et associer des thèmes. Alors, c'est certain que maintenant, ce référentiel, nous l'avons fait on l'a préparé il y a 3 ans, même s'il n'a été publié que l'année dernière. On a travaillé dessus pendant longtemps, sur ce document, pardon. Et même si maintenant, ChatGPT, si on met un auteur ou un livre, il va immédiatement nous donner le thème. À l'époque, on n'avait pas accès à tout ça. Et donc, on a pris le temps de lire, de revenir sur les œuvres et de chercher les thèmes présents dans toutes ces œuvres-là. Et si cela peut vous aider à trouver un texte, si vous voulez travailler concrètement sur, je ne sais pas moi, le voyage. Bon, alors je parle de Sandra, alors nous connaissons tous parce qu'il est tombé, mais déjà tombé quand même. Mais vous voyez, donc on a la preuve du transsibérien. Mais par exemple, je ne sais pas moi,
l'amitié et l'école, bon, évidemment, Claudine à l'école, bon, le titre de Colette, bien évidemment, bon, nous savons tous qu'il parle de l'école, mais voilà, donc vous allez pouvoir retrouver les thèmes principaux dans beaucoup d'œuvres qui sont donc proposées dans le référentiel. Donc, comment exploiter aussi un extrait littéraire dans une séquence? Tout d'abord, il faut bien sélectionner son extrait, bien évidemment. Donc, la pertinence par rapport au thème, au niveau des élèves, au bagage culturel littéraire et de l'apprenant. Faire attention à la longueur, parce que si l'on donne à nos élèves un texte beaucoup trop long, eh bien, même s'il est peut-être il est abordable, mais il faut vraiment donner un texte autour de 300 mots, je crois que c'est raisonnable, 250 mots, 300 mots, pour que nous ne passions pas non plus 10 séances à travailler sur un extrait. On parle d'extrait, on ne parle pas d'une œuvre. Et donc, il faut faire attention à la longueur et varier les genres. On a tendance, et moi la première, à travailler davantage le roman, mais il ne faut pas laisser de côté non plus la poésie ou le théâtre, tous les genres et les sous-genres, parce que, bien, voilà, comme l'année dernière, on peut tomber sur une année où on a théâtre et poésie. Et alors là, nous sommes tous déroutés. Ok. Les élèves et les professeurs. Ensuite, lorsqu'on propose un extrait à nos élèves de littérature, il faut lui donner un contexte historique et biographique. Il faut leur présenter l'auteur. Il faut également le mettre dans son contexte de l'époque, du genre. Mais il ne faut pas faire un cours de littérature dessus. Une simple capsule vidéo, en général, fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous connaissez les capsules faites par TV5 Monde sur les auteurs. Il y en a beaucoup. Si vous écrivez sur YouTube, je ne sais pas moi, Victor Hugo TV5 Monde, biographie TV5 Monde, vous allez trouver des petites capsules vidéo pour enfants qui présentent, dans ce cas-là, cet auteur-là, mais vous en avez beaucoup qui sont présentés et c'est très intéressant. On peut commencer la séance en mettant cette capsule vidéo et en proposant 2 questions ou 3 questions de compréhension, tout simplement, ou aucune question de compréhension et faire avec eux une activité de médiation et voir ce qu'ils ont compris sur cet extrait. Et on a situé donc notre auteur et ils ont donc pris connaissance de qui il était. Et faire la même chose avec un petit paratexte au début de l'extrait que l'on propose à nos élèves, où on leur dit qui sont les personnages, etc. Ce que l'on retrouve très souvent dans les extraits proposés dans les commentaires. Ensuite, comment lire ce texte, cet extrait en classe avec nos élèves? Alors, personnellement, je leur propose une lecture silencieuse. Si j'ai eu le temps d'anticiper, j'essaye en général, je leur demande de le lire à la maison et de venir en classe en ayant uniquement lu le texte. Ensuite, en classe, je vais faire une lecture en voix haute. En général, c'est moi qui commence à lire ou bien je fais lire les élèves en lecture collective et chacun lit un petit morceau de l'extrait, ça dépend. Et après, je pose directement quelques questions de compréhension immédiate pour voir s'ils ont bien compris qui, quoi, où, quand, pourquoi, pour être sûr que tout le monde a bien compris l'extrait. Et ainsi, on peut vérifier donc, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas et faire ensemble une activité donc, soit de plurilinguisme, soit de médiation pour reformuler tout ce qu'ils ne comprennent pas au niveau du vocabulaire, par exemple. Je vais me dépêcher. Après, par rapport à l'analyse littéraire, il faut voir l'importance du vocabulaire et de la syntaxe. On leur demandera de repérer les mots et les expressions clés qui renvoient à la thématique. On peut leur demander aussi de repérer la ponctuation, les répétitions, toutes les tournures stylistiques, le point de vue du narrateur, les thèmes et les sous-thèmes, le registre littéraire aussi. Voilà. Et on peut leur proposer un travail en binôme ou en groupe avec toute cette activité, cette partie d'interprétation donc du texte à partir de questions. Et faire ensuite une correction ensemble. Ou bien, on peut aussi leur proposer d'activités créatives où ils vont réécrire une partie de l'extrait dans un autre registre, etc. Par exemple.
Pour aller plus loin, on peut leur demander de faire une mise en relation avec d'autres œuvres, surtout pour des œuvres en espagnol, ou une réflexion personnelle. Et par rapport à l'évaluation, des questions proposées lors de l'évaluation de la séquence à un auteur que l'on aura déjà vu lors de cette séquence. Pendant la séquence, on leur aura déjà demandé, on va le voir ensuite, de rédiger en 70 mots progressivement, la première fois une seule réponse et ensuite une deuxième, une troisième en fonction de l'avancement de l'année. Et on peut faire aussi de l'autocorrection en demandant de lire la copie de leurs camarades ou également et de voir s'ils retrouvent les éléments de réponse. Et alors, l'approche différenciée est compliquée, mais parce que tout dépend en fait. Si vous avez, mais moi, dans mon cas, par exemple, j'ai 30 élèves en classe. Alors, faire une approche différenciée, c'est compliqué, mais j'essaye. Et donc, de proposer des activités plus simples aux élèves qui ont plus de difficultés et doucement les amener vers des activités plus compliquées et des activités plus complexes aux élèves qui ont moins de difficultés. Voilà. Donc, pour exploiter un texte littéraire, pour résumer, présenter l'auteur, le situer dans son contexte historique et littéraire, paratexte, frise chronologique, comme on veut. Poser des questions de compréhension, seulement le sens qui parle dans cet extrait. Poser des questions de compréhension pour aller vers l'analyse qui parle dans cet extrait. Exploiter la langue du texte, les synonymes, champ lexical, etc. Focaliser l'étude sur un aspect de l'analyse littéraire. On peut aussi voir si on veut, dans ce cas-là, expliquer le texte descriptif, par exemple. Descriptif, les procédés stylistiques. Bon, trouver quelque chose que l'on veut approfondir et expliquer sous prétexte d'étudier un extrait concret. Ou si l'on fait un poème et que l'on veut voir, par exemple, avec la structure d'un sonnet, pour donner un exemple. Et aussi préparer progressivement nos élèves donc, à l'épreuve du commentaire de bac en 70 mots. Alors justement, donc, je vais revenir plus concrètement sur cette épreuve. L'épreuve de 2024. L'année dernière, cette épreuve, je vais la partager avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, nous a un peu dérouté à certains professeurs puisque nous avons eu du théâtre et nous avons eu de la poésie. Alors, je vais partager le document avec vous. Voilà, je pense que vous êtes en train de le voir là. Alors, comme on commentait au début, donc l'examen est à ce format-là, donc option A. Vous voyez ce petit paratexte qui met en situation, justement. Donc, on a l'extrait. Et c'était donc un extrait de Ionesco, Rhinocéros, acte 2, tableau 2. Quelques mots expliqués. Et ensuite, on a nos 3 questions. Chaque question est sur un point, 70 mots, plus ou moins 20%. Alors, et ensuite, donc, la rédaction dont nous parlerons un peu plus tard. Et nous avons eu ensuite un poème de Paul Verlaine. Je fais souvent ce rangé étranger pénétrant. Et donc, avec à nouveau quelques mots expliqués et 3 questions. Donc, voilà ce que nous avons, l'extrait de l'année dernière, pardon, l'examen. Ah, pardon, je me suis trompée. Je ne suis plus en train de partager, excusez-moi. De l'année dernière. Alors, les critères proposés par la grille d'évaluation qui nous sont proposés. Les critères sont ensemble puisque c'est la première partie. Et ce que je vous propose, c'est comme la semaine dernière, donc de voir ensemble ces caractéristiques de l'épreuve et ensuite voir les critères associés à la grille d'évaluation. Donc, dans ce qu'on nous dit sur la caractéristique de cette première épreuve, donc il s'agit d'une épreuve de 2 heures, que c'est un document qui est accompagné ou pas donc d'un document graphique, donc on a vu. C'est un exercice d'interprétation raisonnée et que ce n'est pas une critique littéraire.
et qu'on va évaluer principalement, mais pas seulement, la compréhension du texte à travers 3 questions et la réponse donc en 70 mots, ce que nous avons déjà vu. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport aux questions, par rapport aux critères? On va retrouver donc ces critères finalement dont on a parlé dans le référentiel. Se valorará la identificación de la información requerida, la capacidad de dar respuesta a lo solicitado, limitando la producción a la extensión indicada. Et si l'on va dans la grille d'évaluation du ministère, on va retrouver ce même idée avec la respuesta se ajusta a la tarea planteada, contesta lo solicitado con propiedad de acuerdo con el texto propuesto y muestra capacidad de síntesis respetando la explicación. Donc, on retrouve donc ce même idée, et donc c'est sur 0,2. Se valorará la capacidad de analizar de manera crítica el contenido, identificar la intención y los rasgos discursivos del texto. Et dans le deuxième point, on trouve analisa críticamente, donc la intención del texto basándose en los rasgos discursivos y recurriendo a las estrategias adecuadas. Ensuite, on nous dit se valorará el uso eficaz de los recursos lingüísticos, que muestra una competencia escrita solvente, y dessous, on nous dit se valorará la aplicación de estrategias que sirvan para explicar textos y que sean adecuadas a la intención comunicativa, así como a las características contextuales y la aplicación de recursos en función de la tarea. Et on va retrouver utiliza eficazmente los recursos lingüísticos adaptados a la tarea, recorriendo las estrategias adecuadas para el. Donc, les deux suivants étaient donc sur 0,4. Donc, 20%, 40 et 40%. Voilà ce que nous propose la grille du ministère. Je l'ai simplifié personnellement en me disant, bon, ben, réponds à la tâche demandée, réponse adaptée à la question, capacité de synthèse et respect du nombre de mots. Bon, c'est personnel, d'accord? C'est une façon d'utiliser la grille pour aller plus vite lorsque je corrige, quand je veux, ou analyser l'intention du texte en justifiant l'aide de caractéristiques discursives et en utilisant des stratégies appropriées. Et fait preuve d'une compétence langagière de niveau B2 et qui est adaptée à la réponse attendue. Donc, vous voyez un peu, j'ai schématisé, mais voilà comment peut-être interpréter ou mieux comprendre ou analyser donc cette grille qui est recommandée. De la même façon que nous avions commenté la dernière fois que la grille, cette grille est proposée, suggérée et pas obligatoire, eh bien, je vous montre ce que nous faisons à Madrid. Celle-ci, c'est celle que nous allons appliquer cette année, celle qui a été appliquée l'année dernière depuis le changement. Et c'est celle que j'ai trouvée sur le site de la Catalogne, d'accord? Alors, vous voyez, à Madrid, on a gardé cette idée de répondre à la question, excusez-moi, voilà, avec le nombre de points, etc. Mais on a rajouté cita el texto. Même si c'est implicite, nous l'avons précisé. Ensuite, par rapport à la langue, on a un peu modifié l'ordre des critères. Utiliza uso eficaz de recursos lingüísticos et riqueza de la expresión, capacidad de síntesis, nous l'avons mis. Nous avons donc, comme vous voyez, réorganisé les contenus proposés dans cette grille, dans celle de Madrid. Et celle de la Catalogne est beaucoup plus brève puisqu'elle part du premier critère, elle dit adéquation de la tâche, structure variée, correction de la langue, donc pour la suivante, et maturité, capacité d'analyse et de synthèse. Donc, vous voyez donc les grilles reprennent les mêmes critères parce que on peut tout retrouver, mais réorganisé d'une façon différente. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous raconter un petit peu comment je fais avec mes élèves pour les préparer à l'épreuve du commentaire dès la première année. Nous allons voir comment on évolue de la première à... Donc, pour commencer, donc, comme je vous disais la semaine dernière, je travaille par séquence et je commence à travailler concrètement la méthodologie du commentaire lors de ma 3e séquence.
Donc, nous sommes fin octobre. Pourquoi pas? J'ai vu des textes littéraires, bien entendu, lors de ma première et ma deuxième séquence. J'ai vu des petits extraits. Je n'ai pas vu un texte long, mais j'ai vu des petits extraits. Mais on s'est contenté lors de ces 2 premières séquences de ne voir que la compréhension du texte. Comment s'appelle, ce qu'on ferait en FLE, c'est-à-dire comment s'appelle le personnage, je ne sais pas moi, est-ce que où se rend le personnage. Bon, vraiment, on ne va pas plus loin que la compréhension lors de mes 2 premières séquences. C'est un choix personnel parce que je me suis rendu compte, parce que les premières années, j'avais très envie, je mourais d'envie de faire de la littérature, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne sont pas prêts au début. Il faut penser qu'ils n'ont jamais travaillé la langue française à travers des textes littéraires. Donc, il faut faire ça d'une façon organisée. Je vous dirais que lors de ma séquence numéro 2, je leur présente un extrait du Gargantua. Alors, c'est surprenant, mais je ne leur pose comme question sur c'est la naissance de Gargantua, et donc je leur demande seulement comment s'appelle le personnage, qui est son père, c'est-à-dire des informations qui sont très très claires sur l'extrait, et puis c'est un texte adapté, ce n'est pas un ancien français, bien entendu. Mais c'est pour vous dire, et il fait peut-être 8 lignes, mon extrait, ou 10 lignes. Par contre, voilà, dans la troisième séquence, les choses deviennent un peu plus sérieuses. Alors, comment je fais? D'abord, je leur explique, comme on a vu pour l'oral, comment faire, comment procéder. Ben justement, donc au début, je leur proposais que des questions de compréhension pour arriver donc à comment procéder. Je leur mets cette flèche, cette frise, et je leur dis 1. Lire attentivement le texte. 2. Lire attentivement la question et la comprendre. 3. Repérer dans le texte les éléments de réponse. 3. Organiser les éléments de réponse. Et là, on va passer à l'analyse. Penser à des connecteurs pour organiser la rédaction de la réponse. Et enfin, rédiger la réponse en 70 mots approximativement, sans oublier de citer le texte. Voilà toutes les étapes que je leur propose. Et nous faisons ensemble au début. Alors, je vous propose cet extrait, d'accord? Donc, je vous rappelle que ma deuxième séquence a été sur la langue française. Et donc, j'ai choisi cet extrait. Je fais exprès puisque c'est un des extraits qui est tombé en back-to-back il y a quelques années voilà, à l'écrit. Et donc, la question est, quelle réaction le narrateur a-t-il quand la grand-mère rentre de la plantation? Comment la grand-mère interprète-t-elle cet accueil? Alors, je leur dis, dans un premier temps, de chercher les éléments de réponse dans le texte et de surligner le texte. Et donc, ils vont surligner dans cet extrait-là, d'aussi loin que je voyais venir Mamtine, ma grand-mère, au fond du large chemin qui convoyait les nègres dans les champs de canne de la plantation et les ramenait, je me précipitais à sa rencontre en imitant le vol du manspil, le galop des ânes et avec des cris de joie, entraînant toute la bande de mes petits camarades qui attendaient comme moi le retour des parents. Mamtine savait qu'étant venue au-delà d'elle, je m'étais bien conduit pendant son absence. Point. Tout le reste du texte, qui est bien long, comme vous voyez, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais il n'y a pas les éléments de réponse à ma question. Donc, nous sommes allés chercher ensemble dans le texte, tous ensemble, je leur demande, lisez bien la question et cherchez surligner dans le texte les éléments de réponse. Point. Ensuite, et on fait ça tous ensemble. Dans un deuxième temps, je les mets par deux et je leur demande donc d'essayer d'interpréter ce qu'ils ont surligné, d'aller plus loin que ce qu'ils ont compris, comment c'est écrit ce qui est dit. Donc, je les laisse travailler ensemble et ensemble, nous faisons une correction pour arriver à cette accumulation, cette énumération d'actions, la comparaison. Je me précipite à sa rencontre, virgule, en imitant le vol de mensuel, virgule, le gazole des zones, virgule, et avec des cris de joie, virgule, entraînant toute ma bande de camarades. Donc, ils arrivent à repérer cette énumération d'actions, ils arrivent à voir les comparaisons
la comparaison qu'il y a dans le texte. Et pour la deuxième, donc, Mantine savait qu'étant venue au-delà d'elle, je m'étais bien conduit pendant son absence. Ils ont tous bien compris, évidemment, que c'est comment la grand-mère va interpréter cet accueil. Et donc, ils vont voir ça, ils vont voir ce rituel de bonne conduite qu'on va retrouver avec ses habitudes dans le passé, avec l'imparfait, le plus que parfait. Bien. Tout ça, évidemment, ça va me prendre, pour répondre à la première question et la première fois, probablement toute la séance. Hein. Mais on progresse ensemble. Et je leur demande donc d'écrire individuellement une réponse. Et donc, chaque élève va répondre et va écrire sa réponse. Et nous lirons ensemble plusieurs réponses pour voir ce qu'il va, ce qui ne va pas, etc. Et je leur proposerai une réponse modèle. Je ne le fais pas toujours, mais ils ont l'impression que lorsqu'ils ont une réponse, alors je leur dis aussi que ce n'est pas la réponse, hein, bien entendu, mais ils se sentent plus sûrs d'eux, en fait. Donc, proposition, le narrateur réagit avec une grande joie et excitation en voyant sa grand-mère revenir de la plantation. La première phrase doit répondre à la question. Dans la deuxième partie, quand ils ont répondu à la question, ils doivent expliquer et justifier. Alors, et ils doivent mettre des connecteurs pour guider la lecture et pour organiser leurs idées. Donc, d'une part, cet accueil enthousiaste est décrit par une énumération d'actions et il cite le texte. Je me précipitais à sa rencontre, imitant le vol du mandefil, le galop des ânes et avec des cris de joie. Mais il cite, et qu'est-ce que ça produit? Créant ainsi un effet d'intensité. La suite, de plus, donc on retrouve un nouveau connecteur. Le narrateur utilise des images vivantes pour illustrer sa ferveur. J'ai fait exprès de choisir des mots un peu plus complexes pour qu'ils les apprennent, hein, d'accord? Parce que si je dis qu'ils sont toujours contents, grands, petits, eh bien, ils utiliseront également petit, grand, joli, donc, et important. Et je veux qu'ils enrichissent leur vocabulaire. Donc, comparant ces mouvements au galop du mandefil et au galop des ânes. Aussi, l'exagération dans la description de ses gestes, précipités, cris de joie, accentue encore plus son impatience. Et il ne faut pas oublier que dans la question, il y avait 2 questions. Ça aussi, c'est pour ça que je leur demande de mettre des codes couleurs lorsqu'ils corrigent, parce que dans ce cas-là, bien, il ne faut pas que j'oublie. C'est pour tout cela que la grand-mère interprète cet accueil comme un signe que le narrateur s'est bien conduit pendant son absence. Et la phrase qui justifie. Et voilà, nous avons 82 mots, ça suffit. Parce que vous savez, c'est 70 mots, plus ou moins 20%. Quand on a une réponse en 50 mots, moi je m'inquiète. Je me dis, l'élève, soit il est vraiment brillant et il a une capacité de synthèse incroyable, soit il n'avait pas trouvé les éléments de réponse dans l'extrait. Donc, voilà ce que je leur propose de faire et progressivement, donc, je propose lors de chacune de mes séquences en première année, jusqu'au mois de janvier, uniquement sur chaque texte, une réponse en 70 mots. Et lors de mes évaluations également, en mois de janvier, je propose, à partir de janvier, dans les extraits, je propose 2 questions et les autres de compréhension en 70 mots. Et là, nous sommes au mois de mars et mes élèves, ce jeudi, de première année de Bachibac, vont avoir un examen modèle Bachibac. Ça y est, nous sommes fin mars, ils devraient être capables, avec leur niveau B1+, bon, bien entendu, j'ai des élèves qui ont déjà un niveau B2 parce qu'ils sont meilleurs, mais voilà. Non, les citations ne comptent pas dans le nombre, le décompte des mots, d'accord? Si vous voyez ici, en fait, il y a 82, mais il y en a beaucoup plus parce que les mots ne comptent pas. Voilà. Alors, en ce qui concerne, donc, maintenant, donc, voilà, à partir du mois de mars de la première année, il serait bien que nos élèves soient prêts à pouvoir être en situation de faire une épreuve blanche en attendant le niveau d'un élève de première année, pas d'un niveau d'un élève de deuxième année. Voilà. Et là, bien entendu, nos élèves fin mars de deuxième année,
on espère tous, mais moi aussi, que les miens soient prêts ou le plus près possible pour cette épreuve. Voilà. Je vous propose maintenant de faire une étude de cas. Alors, je vous propose le sujet qui est tombé en 2018. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, à part le fait que j'avais aussi du matériel à vous proposer, mais bon, j'en avais d'autres années. Mais bon, d'abord, une question personnelle, j'aime beaucoup Marc Lévy, mais c'est aussi parce que je crois que l'explication est assez claire. Quoi, le matériel que j'avais était assez clair pour travailler ensemble. Voilà. Donc, voilà le sujet qui est tombé. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer le lien de ce sujet sur le chat pour que vous puissiez l'ouvrir et en parallèle, je vais vous proposer de l'écouter. Alors, je vous passe le lien. Une seconde. Alors, je vais vous passer un lien vers un drive que j'ai préparé parce que depuis la page du ministère, je ne sais pas pourquoi, quand on passe un document, un lien, il ne fonctionne pas. On peut entrer, mais non, dans l'essai non plus, excusez-moi, je n'avais pas vu la question et je vois que quelqu'un a répondu, merci beaucoup. Il ne compte pas. Alors, est-ce que vous pouvez tous vérifier les citations ne comptent pas? Que le lien fonctionne, que vous arrivez tous sur l'extrait, sur l'examen. Ça fonctionne. Ça fonctionne, merci beaucoup. Et descendez donc tous, si vous voulez bien, moi aussi. J'ai ouvert 3 fois. Hop. Au B, au sujet B. Et plutôt que de m'entendre, on va écouter l'extrait avant de continuer. Donc, je le mets et on écoute la lecture. Si ça veut bien fonctionner. Ça marchait tout à l'heure. Tout à l'heure, tu l'as mis en grand écran pour que ça fonctionne, je crois. Ouais. Mais je crois que là, ça devrait marcher aussi comme ça. Julia avait eu 18 ans au premier jour de septembre 1989. Et pour fêter cet anniversaire, elle allait abandonner les bancs du collège où Anthony Walsh l'avait inscrite, pour un programme d'échanges internationaux dans un tout autre domaine que celui choisi par son père. L'argent économisé ces dernières années en donnant des cours particuliers, ces derniers mois en travaillant en cachette comme modèle, s'additionnerait à la bourse d'études qu'elle avait décrochée. Il avait fallu la complicité du secrétaire d'Anthony Walsh pour que Julia puisse l'obtenir sans que le doctorat de la faculté ne vienne opposer la fortune de son père à la demande qu'elle faisait. Wallace avait accepté à contre-séhur et à grand renfort de « Mademoiselle, qu'est-ce que vous me faites faire, si votre père venait à l'apprendre » de signer le formulaire certifiant que, depuis longtemps, son employeur ne subvenait plus aux besoins de sa propre fille. En présentant ses attestations d'emploi, Julia avait convaincu l'économa de l'université. Un passeport récupéré au cours d'une brève et houleuse visite dans la maison que son père occupait sur Park Avenue, une porte claquée à toute volée et Julia embarquait dans un bus, direction l'aéroport JFK, atterrissage à Paris au petit matin du 6 octobre 1989. Une chambre d'étudiant qu'elle revoyait soudain. La table en bois collée à la fenêtre, avec cette vue unique sur les toits de l'observatoire, la chaise en fer blanc, la lampe rescapée d'un autre siècle, le lit au drap un peu rêche, mais qui sentait si bon, 2 copines qui habitaient le même palier, leurs prénoms restaient captifs du passé. Le boulevard Saint-Michel qu'elle descendait à pied chaque jour pour rejoindre l'école des beaux-arts. Le troquet au coin du boulevard Arago et ces gens qui fumaient au comptoir en buvant des cafés cognac le matin. Ses rêves d'indépendance se réalisaient et aucun flirt ne viendrait troubler ses études. Du soir au matin et du matin au soir, Julia dessinait. Elle avait essayé presque tous les bancs du jardin du Luxembourg, parcouru chacune des allées, s'était allongée sur des pelouses interdites. Octobre avait passé,
et l'aube de son premier automne à Paris s'était effacée dans les premiers jours gris de novembre. Au café Arago, un soir parmi d'autres, des étudiants de la Sorbonne débattaient avec ferveur de ce qui se passait en Allemagne. Depuis début septembre, des milliers d'Allemands de l'Est franchissaient la frontière hongroise pour tenter de passer à l'Ouest. La veille, ils étaient 1 million à manifester dans les rues de Berlin. C'est un événement historique, avait crié l'un d'entre eux. Il s'appelait Antoine. Et un flot de souvenirs raviva sa mémoire. Il faut y aller, proposa un autre. Lui, c'était Mathias. Je m'en souviens, il fumait tout le temps, s'emportait pour un rien, parlait. Sans cesse, quand il n'avait rien à dire, il fredonnait. Jamais je n'avais rencontré quelqu'un qui avait autant peur du silence. Bien, merci d'avoir écouté. Donc, je continue donc de partager avec vous. Donc, lorsque nous avons eu ce sujet, si on se remet en contexte, ce que nous avons fait, l'équipe de professeurs qui font partie du jury de Bachivac, c'est donc, après l'examen, nous nous réunissons et nous faisons ensemble un corrigé de type. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Et je voudrais vous mettre un peu dans la situation dans laquelle nous sommes mises, parce que nous avons des collègues garçons mis. Donc, ce jour-là, donc après l'épreuve, voilà. Alors, ce que l'on fait, c'est faire l'exercice que font les élèves et proposer. Alors, moi, je vous ai mis là un nuage de mots pour que ce soit plus joli, mais on ne fait pas comme ça avec un nuage de mots en situation. C'est d'abord, ensemble, on revoit la grille et ce que l'on se dit, c'est bien. Alors, on a comme question, la jeune américaine semble-t-elle être en bon terme avec son père? Justifiez votre réponse. Eh bien, on voit dans l'extrait, comme font les élèves, dans quelle partie du texte on va trouver les éléments de réponse. Et ensuite, ensemble, on voit ce qu'on attendrait de nos élèves. Au moins un minimum. Donc, et on voit aussi un maximum, quoi, maximum non, mais on voit un minimum. Donc, évidemment, la réponse correcte, c'est qu'elle est en mauvais terme avec son père. Dit avec les mots, elle ne s'entend pas bien avec son père, elle n'a pas une bonne relation avec son père. Bon. Si on veut tout simplement reprendre les mots de la question, elle est en mauvais terme. J'oublie le et, pardon. Elle est en mauvais terme avec son père. Bien. Ensuite, bien, comment nous, les candidats vont pouvoir justifier cette réponse à travers le texte? Eh bien, il y a deux éléments qui seraient qu'elle prépare son départ en secret. Ce départ qu'elle prépare en secret, on le retrouve avec Julia avait eu 18 ans, avec la complicité du secrétaire et elle travaille en cachette. Donc, voilà les éléments que pourraient donner les élèves de réponse pour justifier. Et ensuite, on a une dispute désagréable avec son père. Une dispute tout simplement avec son père. Et donc, on va le voir à travers qu'elle est désagréable avec la métaphore, une dispute houleuse, mais aussi avec l'hyperbole porte claquée à toute volée. S'il vise exagération, s'il cite tout simplement la porte claquée à toute volée, c'est juste, voilà. Mais nous, on cherche des éléments de réponse. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail commun, eh bien, nous devons évaluer donc la réponse des copies que nous devons corriger. Et donc, bon, on pourrait donc attendre type de réponse. On fait une réponse type du type Julia, la jeune américaine, semble en mauvais terme avec son père. Elle a dû travailler en cachette et obtenir la complicité du secrétaire de son père pour décrocher une bourse d'études. La phrase « Wallace avait accepté à contre-cœur » souligne la difficulté de Julia à obtenir de l'aide sans que son père le sache. Depuis, elle récupère son passeport lors d'une visite à la maison de son père, une métaphore évoquant des tensions et des conflits. Elle claque la porte en partant, une hyperbole.
une claque portée qui accentue la violence de son départ et montre sa frustration. C'est une possible réponse, je répète. Il n'y a pas une réponse, mais il faut retrouver les éléments de réponse. Et justement, ce que moi, je vous propose, c'est que je vais partager avec vous maintenant un document. Je vous le montre d'abord, je vous l'explique et après, je le partage. Donc, je l'ouvre. Pardon. Ah, voilà. Alors, le document est fait de cette façon-là. Ce que je vous propose, c'est 3 cas de 3 candidats différents. 3 réponses à cette même question. Hein. On ne va pas faire tout le devoir, uniquement cette question. Et dans un premier temps, je vous demande de lire et de proposer de les classer de la plus complète à la moins complète, d'après vous. Celle qui obtiendrait de la meilleure note à la moins bonne note, finalement. Ensuite, ce que je vous demande, c'est de relire et proposer, compléter les grilles de correction qui sont là. Et pour terminer, vous avez un lien ici sur lequel vous allez pouvoir cliquer qui va vous emmener vers ce document, vers un sondage, disons, où vous allez pouvoir mettre la note que vous pensez que pourrait obtenir le candidat dans chacune des copies. Voilà. Je vous passe le lien sur le chat. Là, est-ce que vous pouvez essayer de me confirmer que vous pouvez l'utiliser? Alors, vous pouvez vous le télécharger, vous ne pouvez pas écrire dessus parce que si on écrivait tous dessus, bien évidemment, on modifierait tout ce que les uns et les autres. Donc, téléchargez-vous le document dans votre ordinateur pour pouvoir compléter la grille ou ne vous le téléchargez pas, écrivez sur un papier, hein, comme vous préférez. Et ce que je vous propose, c'est 10 petites minutes. Je sais que c'est court et qu'on met beaucoup plus de temps à corriger les copies. Pardon. Et de voter, donc, d'indiquer donc la note que vous mettriez à chacune de ces copies. Si quelqu'un a une difficulté, un problème avec le document, qu'il n'hésite pas à me le dire. Vos réponses, d'accord? Si vous n'avez pas eu le temps, je suis désolée, nous allons continuer. Donc, voyons un peu. Donc, je vais mettre cette fenêtre ici. Bien. Donc, pour le premier texte, vous avez la majorité. Ah, pardon, non, le premier, excusez-moi, je suis la deuxième candidate. Le premier candidat, donc, on a ex-aequo entre 0,5 et 0,6 ou 0,7 et 0,8. Alors, moi, personnellement, excusez-moi, je reprends mon document. Bien, moi aussi, effectivement, j'aurais tendance à que ce candidat ou cette candidate obtienne effectivement une note autour de 0,7, 0,8. Alors, concrètement, attendez, je partage. Donc, on pourrait peut-être envisager, effectivement, la candidate ou le candidat a répondu complètement à la réponse, puisque c'est effectivement 70 mots, elle répond bien à la question posée, c'est synthétique, et effectivement, ça répond à l'exercice. Au niveau de l'analyse, on peut... Alors, l'inconvénient de cette grille du ministère, c'est qu'on n'a pas 0,3. Ce qui aurait été idéal, d'avoir la possibilité d'avoir 0,3, mais ce n'est pas le cas. Parce que moi, j'aurais mis en fait 0,3, 0,3. J'aurais pas mis 0,4 et 0,2, par exemple. Mais bon, ça équilibre finalement. Donc, effectivement, on se retrouve avec une note qui correspondrait à ce que vous proposiez, beaucoup d'entre vous,
qui serait donc que ce candidat ou cette candidate aurait plus une note autour de 0,7, 0,8. Voilà, je continue. N'hésitez pas à m'interrompre, à quoi que ce soit. Le manque de connecteurs n'est pas pénalisé. Alors, disons que dans ce cas-là, on a d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de connecteurs pour expliquer la réponse. D'un autre côté, on a en plus, donc on retrouve des connecteurs dans la rédaction de la candidate ou du candidat. Voilà. On continue, on passe au suivant, si vous voulez bien. Effectivement, moi, je serais presque, vous êtes beaucoup plus généreux que moi, 0,5, 0,6. Moi, je serais plutôt dans le 0,3, 0,4, mais peut-être que vous êtes peut-être plus juste vous avec un 0,5, 0,6. C'est vrai que si je regarde ce que moi, je proposais pour en fait, on a du mal à comprendre, voilà, excusez-moi, on a du mal à comprendre en fait le texte. Au niveau de la langue, on a un obstacle à la compréhension dans cette réponse, effectivement, en plus. Au niveau je ne suis pas complètement convaincue que le candidat, la candidate ait compris la question, puisqu'il ne répond pas complètement non plus à la question. L'analyse, on voit des intentions d'analyse, mais ça reste surtout de la paraphrase. Voilà, donc disons que voilà pourquoi moi j'aurais plutôt tendance à avoir mis 0,3. Peut-être que on pourrait décaler ou ce critère-là ou celui-là par ici et donc obtenir une note un peu plus élevée. C'est une proposition. Hein. Et pour terminer, la dernière, donc effectivement, nous sommes tous d'accord, c'est une très bonne copie. 0,7, 0,8, 0,9, 0,1. Je ne me rappelle plus. Moi, je serais plutôt effectivement vers comme vous, une très bonne note, presque du 0,1, même si c'est pas, ou 0,8 ou 0,1. Voilà. C'est une excellente copie. Quoi. C'est un bon exercice. Voilà. C'est pas excellent, c'est pas vrai. C'est un bon exercice, mais on peut voir comment on voit des bons éléments de réponse. On voit également que c'est synthétique. La langue est vraiment bien. Il y a des petites choses, des crochets de il. Alors, est-ce que vous avez baissé au niveau de la langue et vous n'avez pas pardonné le de il? Moi, je suis bienveillante. Voilà. Après, donc effectivement, mais je suis d'accord avec vous que c'est du 0,8, 0,9. Ouais, c'est une très bonne réponse. Donc, je reviens vers vous. Voilà, donc j'espère. Ah, je regarde si vous avez posé des questions. Est-ce que je vous ai un peu abandonné? Oui, effectivement, il faut structurer la réponse. Il n'y a pas 0,1 ou 0,2 pour les connecteurs. Pardon, je réponds à la question par rapport aux connecteurs. Il n'y a pas un critère qui parle de connecteurs, mais ça fait partie de la cohérence de l'organisation des idées et des critères. Donc, effectivement, si le texte est fluide et il n'y a pas de connecteur, c'est pas nécessaire, il ne faut pas aller pénaliser. Je crois qu'il faut envisager la correction des candidats comme on envisage la correction du DELF d'une façon juste et bienveillante, c'est-à-dire, eh bien, est-ce que notre élève a un niveau B2? On ne va pas aller chercher les erreurs, mais voir justement tout ce qui répond au niveau B2 et si l'élève a bien par rapport à la langue et par rapport aux éléments de réponse de la même façon. En tout cas, dans la communauté de Madrid, on ne compte pas le nombre de fautes d'orthographe, on ne compte pas le nombre de fautes de grammaire ou de syntaxe. On fait à la fourchette de la même façon que l'on fait pour le DELF. Voilà.
Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie de la rédaction. Je vais essayer d'aller vite pour arriver aussi à ce même exercice avec un étude de cas. Donc, pour la rédaction, par rapport aux compétences, effectivement, c'est celle de produire, dans ce cas-là, des textes écrits. Je vais être beaucoup plus rapide, on en a parlé la semaine dernière en parlant de la production orale, mais on retrouve la même chose pour la production de textes écrits, donc bien organisés, originaux, avec cohérence, cohésion, pertinence, en appliquant des stratégies de planification, synthèse, compensation, auto-réparation, construire des connaissances pour répondre de manière informée, efficace et créative à des demandes communicatives spécifiques. Alors, au niveau, donc, créer des textes bien organisés, originaux, cohérents et pertinents. Au niveau à atteindre, qui est le B2, des stratégies pour travailler donc la production écrite et l'utilisation des nouvelles technologies. Nous verrons par exemple ce que l'on peut proposer à nos élèves. Au niveau des critères d'évaluation, nous avons produit des textes argumentés. Bien justement, là, ils vont faire une argumentation, donc structurée, cohérente sur des sujets socioculturels en utilisant des outils de communication adaptés. Donc, effectivement, c'est ce que font nos élèves puisqu'ils ont des thèmes, ils font une argumentation. Ensuite, au niveau des critères, on nous parle de réviser et améliorer ses propres productions en argumentant les changements nécessaires. Je vous proposerai comment je travaille avec mes élèves pour développer ce critère concrètement et utiliser des connaissances et des stratégies pour planifier, rédiger et réviser des textes en choisissant les ressources les plus appropriées. De la même façon, donc, je vous montrerai les techniques, en tout cas, que j'utilise en classe pour la rédaction. Donc, les éléments clés de cette compétence, le niveau B2, la cohérence, la cohésion, l'adéquation, les conventions grammaticales orthographiques, le registre adapté, approprié, le langage et le style, la planification, synthèse, compensation, autoréparation, l'auto-évaluation, la co-évaluation, la rétroalimentation et l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, comme je vous ai proposé, vous avez vu que pour le commentaire, donc la partie littéraire, je commençais à travailler ça lors de ma 3e séquence. Mais là, ma 2e séquence, pardon, excusez-moi. Et donc là, concrètement, je commence dans ma première séquence qui a comme titre « Que nous apportent les voyages » cette année. Et pourquoi je commence par là et lors de ma première séance? Parce que il me semble important de commencer par apprendre toute la partie méthodologique de l'argumentation à l'écrit qui ensuite leur servira cette méthodologie pour l'argumentation à l'oral. Voilà mon choix et pourquoi je le fais de cette façon-là. Alors, ce que je vous propose, après de nombreuses années, de nombreuses tentatives différentes de travailler l'argumentation avec mes élèves, au début, les premières années, j'arrivais je faisais un peu comme j'avais appris moi à l'époque en France, c'était le thème, la thèse, les types d'arguments, les arguments d'autorité, les arguments exemples, les arguments, etc. Je faisais quelque chose de très théorique sur l'argumentation et je me rendais compte que ce que je faisais, c'est perdre mes élèves dans beaucoup de contenus savants, c'est peut-être pas le mot le plus juste, mais en tout cas de contenus complexes. Et finalement, j'ai fini par être plus pratique. Et ce que je leur propose la première fois, et je vous montre ici, c'est de faire le travail à l'envers. C'est-à-dire que je leur dis, voilà une rédaction, type Batchibac, elle est faite. Et on va faire d'abord ensemble du repérage. Et donc, ils ont ce sujet-là. Que nous apportent les voyages? Une rédaction, un sujet. Répondez en 250 mots, comme un Batchibac. Et ils ont une introduction, un développement, une conclusion. Et ce que je leur demande à eux, c'est repérer d'abord les parties, introduction, développement, conclusion. Ensuite, délimiter les 3 parties de l'introduction. Je leur dis, ces 3 parties, elles s'appellent, et je ne dis pas plus, sujet à mener, problématique, annonce de plan. En fait, je fais une méthodologie déductive avec eux. Après, la même chose sur le développement. Quels sont les arguments, les exemples utilisés? Souligner les connecteurs logiques. Quel est leur rôle? Voilà.
Et conclusion, délimiter les deux parties qui la composent, résumé des idées et ouverture. Une fois qu'on a vu ensemble la structure d'une argumentation à la française, alors là, c'est là où commence leur question, qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi, sujet à mener? Je leur dis, c'est la manière très complexe, plus complexe, pour dire de mettre en contexte, tout simplement. C'est quoi l'ouverture? C'est une question à laquelle on prolonge le sujet, justement, et on va s'interroger. Je leur explique tout ce qu'ils ont repéré. Et je leur demande comme exercice de rédiger à leur tour un argument, en leur disant, en ayant vu ensemble, donc, et je leur donne l'argument. Je leur dis, l'argument, c'est les voyages sont un moyen de se perfectionner dans une langue. Et l'exemple, voyager seul en France oblige à maîtriser la langue. Et je leur rappelle donc la structure qu'on vient de repérer, qui serait connecteur, argument, explication, connecteur, exemple. Et ils se mettent à travailler. Et ils le font. Après, je fais une co-évaluation entre pairs, entre les uns avec les autres. Donc, un camarade lit la copie et repère les différents éléments. On fait une lecture à voix haute de quelques volontaires. Je leur propose un autre argument, et l'élargissement de son réseau social et professionnel, et l'exemple participer à un salon international. Ils font la même chose, ils lisent à voix haute, ils l'écrivent, quelques volontaires lèvent la main, et je leur demande après de refaire l'introduction, mais avec leurs propres mots. Ils vont garder la même problématique, ils peuvent changer les arguments, mais ils vont le faire avec leurs propres mots, et la même chose, on fait une lecture à voix haute. Alors, voilà ce que donnait, par exemple, le premier. Alors, j'ai tapé pour qu'on voit mieux. Par exemple, ensuite, donc, les voyages sont très utiles pour perfectionner, améliorer une langue. En effet, de nos jours, les langues sont essentielles. Bon, vous voyez, j'ai repéré les erreurs. Pour étudier, travailler et se communiquer, ça c'est très important, avec les autres. Lorsqu'on part à l'étranger, on pratique la langue avec personnes natives. Ainsi, voyager seul en France ou dans un autre pays oblige à pratiquer, à maîtriser la langue. Bon, eh bien, on voit ensemble. Eh bien, par exemple, voilà, le mot langue est répété 4 fois dans le paragraphe. Ce n'est pas possible, il faut voir. Bon. Mais je vois que l'élève a compris l'exercice, etc. Bon, on voit que en outre, les voyages sont un moyen de se perfectionner dans une langue. En effet, aujourd'hui, beaucoup des personnes voyagent vers d'autres pays ou faire des échanges scolaires, et comment on n'est pas dans notre pays, on doit parler la langue de cet autre pays. Par exemple, voyager seul en France oblige à maîtriser la langue. On voit, ils lisent, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire comme premier exercice. Ensuite, je propose, toujours dans cette séquence-là, un travail en binôme, une évaluation en binôme. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, pourquoi la lecture nous permet-elle de voyager? Voilà le sujet que je leur propose, puisqu'on est sur les voyages. Et je leur dis, comprendre le sujet, chercher 3 arguments, 3 exemples, compléter ce tableau. Ce tableau, ils l'ont sous la main jusqu'au mois de décembre inclus, tout le temps. Et même lors des évaluations, s'ils veulent, ils peuvent l'avoir. Et je leur dis donc de réfléchir à l'idée principale de l'introduction, la même chose pour la conclusion, mais comme exercice et en exercice individuel, par contre, ce travail, ils le font en commun à 2, mais la rédaction, les 150 mots que je leur demande, ils les font individuellement, par contre. Donc, rédiger, mais uniquement l'introduction, un argument et la conclusion. Uniquement. Donc, voilà le travail que je leur demande. Et je les évalue et je fais la remédiation de cette façon-là. L'introduction, est-ce que le sujet à mener, on vérifie si l'élève a bien introduit le sujet d'une manière engorgeante. Bon, la problématique, l'annonce de plan, etc. Et au niveau des points, vous voyez, je ne suis pas du tout une grille Batchipat ni quoi que ce soit. On est au début de l'année, c'est la première fois qu'ils sont face à cet exercice. Ce que je veux voir, c'est s'ils ont compris la méthodologie essentiellement. Donc, un demi-point pour le sujet à mener, un demi-point pour la problématique. Comment je note? 0, 0,25, 0. 0, 0,25, 0,5. 0, c'est vraiment ça ne va pas du tout. 0,25, c'est
si c'est, il y a une intention, mais ce n'est pas encore, c'est pas encore ce que j'attends, et 0,5 s'ils ont compris. Voilà. Et après, au niveau de la langue, donc, une autre partie des points. Je continue, et je passe à ma deuxième séquence. Dans ma première séquence, j'ai fait bien d'autres choses. Et dans ma deuxième séquence, quand arrive le moment où je vais travailler donc l'argumentation, ce que je leur demande, c'est comme sujet, c'est pourquoi apprendre la langue française? Et je leur dis donc par groupe de 3 ou 4, réfléchissez à des arguments et des exemples qui répondent à cette question. Et on fait une mise en commun. Voilà ce que ça a donné cette année ensemble. Individuellement, élaborer une carte mentale au brouillon. Rédiger un argument, 50 mots, mise en commun, et à la maison, il termine la carte mentale. Le lendemain, on revoit ensemble les arguments qu'ils ont mis, on refait une mise en commun, et je leur fais écrire donc l'introduction. Coévaluation entre pairs, donc les uns lisent les exercices des autres, et après, je fais la même chose avec la conclusion. Et à la maison, je leur demanderai d'écrire l'introduction, un argument et la conclusion au propre. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans le travail. Et voilà. Et voilà ce que ça a donné, pour que vous puissiez voir un petit peu donc, ce que je fais. Donc, c'est ce que je faisais, et je vais vous proposer une autre façon de faire que je fais depuis quelques mois, depuis que je suis devenue adepte de ChatGPT, Copilot et toutes les IA. Mais au début de l'année, j'apprenais. Et donc, ce que je faisais, c'était un système de code de couleurs où les élèves, en fonction de la couleur, devaient donc après corriger leur copie. Donc, ça me prenait du temps, mais surtout, ça me faisait avoir deux stylos en même temps, etc. Donc, et je leur demandais donc après je leur rendais leur devoir, je leur demandais donc, ce devoir est tapé parce qu'ils me l'ont envoyé sur la salle de classe virtuelle. Donc, c'est vrai que c'était plus facile après pour moi de leur renvoyer et qu'ils corrigent donc avec un ordinateur et que je puisse partager avec vous ce document concrètement. Et donc, c'est pour ça l'utilisation des nouvelles technologies, entre autres, c'est qu'ils m'envoient les devoirs sur la salle de classe virtuelle pour que je les ai en format numérique et non pas digital. Et non pas donc à la main, même si après les devoirs en classe, ils les font à la main. Bien évidemment, c'est très important. Donc voilà, donc je corrige, ils recorrigent par-dessus, ils réfléchissent donc sur leurs erreurs. À leurs erreurs. Et ensuite, alors le jour de l'examen, je leur ai proposé comme sujet, donc à la fin de ma séquence, pourquoi vous semble-t-il indispensable de connaître des langues étrangères? Et donc, vous voyez, c'est un sujet très proche où les arguments peuvent être réutilisés. Et là, ce que je leur disais, concrètement, c'était la même chose, de ne faire que l'introduction, un paragraphe et la conclusion. Et donc, voilà ce que ça a donné. Vous voyez, bon, c'est une bonne copie. Et donc, je continuais avec mon code couleur. Mais maintenant, je vous propose quelque chose que je fais depuis le janvier à peu près, qui est utiliser ChatGPT. Je corrige, je surligne les erreurs, et ensuite, ce que je leur demande, c'est de faire ça. D'écrire sur ChatGPT. Je suis un élève qui apprend le français. Corrige et explique-moi mes erreurs. Ils écrivent le texte, et vous voyez que ChatGPT leur corrige tout, et après, il leur explique les erreurs. Alors, par exemple, tout d'abord, s'écrit avec un accent sur et une expression pour commencer une phrase. Ou bien, le mot étrangère doit être au pluriel car il fait, référence aux langues. Soit à le nonan de chercher un, surtout lorsqu'il s'agit de chercher un travail, soit à le un n'est pas correct. Tu voulais probablement dire surtout, qui signifie plus particulièrement. Lorsqu'il s'agit est une expression correcte pour parler d'une situation. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient un professeur particulier. Et ce que je fais, c'est que je demande à mes élèves je ne leur demande pas d'écrire tout le texte, mais uniquement les phrases complètes que j'ai surlignées. Et ils vont corriger de cette façon-là et me rendre après le devoir au propre, à nouveau écrit, corrigé complètement.
Alors, ça corrige la langue, mais ça ne corrige pas la partie de la méthodologie. C'est pour ça que quand il y a un problème de méthodologie, je ne sais pas s'ils écrivent un exemple qui n'est pas un exemple. Je leur écris moi à la main sur la copie, ce n'est pas un exemple, cherche un autre exemple, par exemple. Donc, je me dépêche, pardon. Lors des séances suivantes, donc on continue. Dans chaque séquence, on contracte quelques séances donc, à l'épreuve écrite avec un thème qui porte sur le sujet de la séquence préférablement. Et donc, pour qu'à partir du mois de décembre-janvier, nos élèves soient complètement prêts à pouvoir faire une rédaction complète et de les mettre en situation en classe. Important, toute la partie réflexion sur la langue, vocabulaire, grammaire, le professeur va s'adapter aux besoins de la classe. C'est-à-dire que lorsqu'on corrige nos copies, si on voit qu'ils ont des problèmes avec les pronoms relatifs, comme vous avez pu le voir dans notre programme référentiel, on a des textes suggérés de littérature, on a des thèmes suggérés pour l'oral, mais on n'a pas un référentiel des points de grammaire que l'on doit aborder. On sait juste qu'on doit préparer nos élèves au B2. À avoir un niveau B2. Eh bien, pour cela, si on voit qu'ils ont des difficultés, eh bien, on va travailler ces points de grammaire pour pouvoir les aider à améliorer là-dessus. Donc, maintenant, je vous propose de passer à l'épreuve à nouveau de 2024 et de voir ensemble les sujets qui sont tombés pour la partie de la rédaction. Et donc, en 2024, je vous rappelle donc l'année dernière, nous avions eu le texte de UNESCO et, par exemple, au niveau de la rédaction, on nous disait, pardon, je fais trop, voilà. Peut-on facilement soutenir un point de vue contraire à celui de nos amis? Le sujet clair. Devons-nous faire comme les autres, même si nous croyons qu'ils ont tort? Donc, les thèmes, les sujets sont en rapport, bien évidemment, avec le texte. Et par rapport au poème, est-ce possible de trouver une âme sœur dans l'amour ou l'amitié? Sujet clair également. Et un grand écrivain français dit la solitude est une belle chose. Mais faut-il quelqu'un pour nous dire que la solitude est une belle chose? Êtes-vous d'accord? Bon. Alors là, c'est un sujet peut-être plus complexe, mais en tout cas, les 4 sujets que nous avons eus l'année dernière étaient clairs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous n'avons pas toujours des sujets aussi clairs. Parce que, donc, les thèmes qui tombent régulièrement sont l'éducation, l'apparence, l'amour, la famille, société, justice, lecture, langue, personnes âgées. Voilà les thèmes qui reviennent le plus. Mais alors, on a eu des années, comme l'année dernière, au niveau des propositions de sujets de rédaction qui étaient clairs. Devons-nous faire comme les autres, même si nous croyons qu'ils ont tort, par exemple? C'est un sujet qui est tombé. Mais alors, on a eu des années où on avait des questions beaucoup moins claires. On nous dit, pensez-vous que nous comprenons actuellement l'autorité des parents ou des plus âgés comme avant? Pensez-vous que leurs décisions soient toujours respectées comme dans le passé? Comment ont évolué les rapports entre les parents et leurs enfants? Donc, on a 3 questions. Je peux comprendre nos candidats que cela puisse les dérouter. Donc, il faut aussi préparer. Ce qui est le plus logique, c'est qu'on ait une seule question, d'accord? Mais on ne sait jamais. Donc aussi, qu'ils sachent, lorsqu'ils ont, comme dans ce cas-là, 3 questions, pouvoir répondre et créer leur propre problématique à partir de ces 3 questions. Donc, quel est le thème qui est proposé dans ces 3 questions et quelles questions pourraient-ils retrouver, eux, pour répondre au sujet? Voilà. Au niveau des critères d'évaluation et des caractéristiques, donc on nous disait, pour les critères d'évaluation, que donc au niveau des caractéristiques, raisonnement critique, la rédaction doit démontrer le raisonnement critique de l'élève en tant qu'utilisateur avancé de la langue française, que ce soit une opinion argumentée, la rédaction doit inclure une opinion argumentée sur le texte ou un sujet lié,
Alors, paraphrase et citation. Bien que les paragraphes et les citations soient possibles, elles ne doivent pas remplacer l'appréciation personnelle du travail par l'élève. Il ne faut pas qu'ils confondent l'essai et la rédaction, l'argumentation. C'est-à-dire, s'ils veulent mentionner dans leur devoir le texte qu'ils ont eu au-dessus parce qu'ils traitent du même thème, ils peuvent peut-être le mentionner. C'est très délicat. Qu'ils ne tombent pas à raconter, qu'ils n'essaient pas de raconter le texte qu'ils ont lu. Donc, il vaut mieux qu'ils s'en détachent. C'est un conseil que je leur donne. C'est-à-dire, oui, le thème, mais n'utilisez pas le texte pour répondre à votre argumentation. Essayez de vous en détacher. Alors, au niveau donc, de la rédaction, donc se valorará la redacción bien descrita, estructurada, coherente, cohesionada y en el registro adecuado y con la adecuada planificación del texto de respuesta que se ajuste a la convención del género discursivo. Alors, on a d'abord que sur 0,2 qu'on répond bien à la question proposée et le nombre de mots. Ensuite, se valorará el uso eficaz y correcto de los recursos lingüísticos, se valorará, y on retrouve dans, se utiliza apropiadamente los recursos lingüísticos, adaptándose a la tarea, recurriendo a estrategias adecuadas a las características. On a la expresión creativa aumentada que exponga juicios propios. Et on a le dernier point où on nous dit expone juicios propios de manera creativa argumentada sur 0,4. Y se valorará el uso correcto de una diversidad de elección léxica, discursiva en la lengua. Et donc, on retrouve donc le lexique, utiliza eficazmente recursos léxicos y discursivos. Voilà. Si on voulait simplifier cette grille, est-ce qu'on pourrait dire que le premier critère serait respecte la consigne et le nombre de mots. Le deuxième fait preuve d'une compétence langagière d'un niveau B2 qui est adapté à la réponse attendue. Démontre une certaine richesse de la langue adaptée au message et au texte argumentatif. Cohésion et cohérence du texte suit un plan, donc un texte argumentatif. Propose ses propres idées de manière créative et argumentée. Voilà peut-être une manière de simplifier donc la grille du ministère. Cette grille du ministère, comme de la même façon, dans la communauté de Madrid, nous l'avons adaptée et j'ai vu qu'en Catalogne également. Alors, en Catalogne, il parle d'adéquation de la tâche, de la structure variée de la correction de la langue, de la maturité, créativité dans l'expression et le contenu de la rédaction et de la cohérence et de la cohésion. Voilà les critères qu'il propose. Et à Madrid, on propose donc de répondre, on a un peu, disons, précisé, on dit responde a lo solicitado, redacción bien estructurada, plan, respeto del número de palabras. Redacción que muestra una coherencia y cohesión, sigue el plan anunciado, el uso de conectores, la lógica de las ideas y conclusion. On a un peu, disons, été un peu plus dans le détail. Contenido de la redacción expresa a través de una reflexión original, una argumentación propia ilustrada, por ejemplo, la richesse de l'expression et los recursos lingüísticos. Voilà ce qu'on propose pour la communauté de Madrid. Et pour finir, notre dernier quart d'heure, ce que je vous propose, c'est de faire la même activité, une étude de cas, c'est-à-dire, je vous propose une seule rédaction dans ce cas-là, sur un des sujets qui allait avec donc le devoir que nous avions, sur le modèle que nous avions, et ça serait la question était souhaiteriez-vous étudier à l'étranger? Quels en sont d'après vous les avantages et les inconvénients? Donc, le sujet est donné, c'est avantages et inconvénients d'étudier à l'étranger, tout simplement. Alors, nous allons faire de la même façon, c'est-à-dire, je vais une seconde partager avec vous le document, donc. Donc, le document, voilà, je pense que vous êtes en train de le voir. Tout simplement, il y a la rédaction telle qu'elle.
Ensuite, vous avez la grille. Ah, j'ai effacé, pardon. Et après, donc, pardon, je vais vous le mettre tout de suite. Le lien pour voter. Je ne sais pas pourquoi il s'est effacé, excusez-moi. Pour mettre donc, je vous le mets dessous, comme ça. Pour pouvoir donc écrire la note que vous donneriez donc sur 2 points à cette copie. Je partage tout de suite avec vous sur le chat. Voilà, vous l'avez. Et on se donne 5 bonnes minutes. Je suis désolée de ne pas vous donner beaucoup plus de temps pour faire après une mise en commun avant de nous quitter, puisqu'il sera 19h. Voilà. Donc, au niveau de vos réponses, donc, la majorité pense qu'effectivement, cette copie aurait plus entre 1,4 et 1,6. Et je partage donc ce point de vue. Si on revoit ensemble donc au niveau de la pardon, voilà. Au niveau donc des critères, effectivement, moi j'aurais plutôt eu tendance à mettre ici 0,2, d'accord, parce qu'effectivement le devoir est fait, d'accord, il répond à lo citado. Ensuite, au niveau de la langue, bon, il y a quand même là, je peux douter, j'aurais mis 0,3 s'il y avait eu le critère 0,3 en fait. Mais bon, mon doute sera entre 0,2 et 0,4 ici. Alors, disons que je mets peut-être 0,2. Par contre, au niveau du vocabulaire, je trouvais qu'il était assez riche. Donc, par contre, là, je n'ai aucun doute pour mettre 0,4 ici. Ensuite, ici, au niveau de la cohérence et de la cohésion, qui c'est le répond à l'exercice, alors oui et non, parce qu'en fait, ce qui est proposé, si on revoit l'annonce de plan et qu'on voit le devoir, il ne répond pas du tout, pas vraiment à ce qui est proposé. Donc ici, mon doute serait de mettre plus ou moins, c'est pour ça que je vous dis 0,6 ou pas, peut-être qu'on pourrait mettre ici. Alors attendez, 4, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Et là, donc ici ou ici, là je douterais, disons, on pourrait mettre ou là, et ici 0,4, voilà, au niveau des arguments. Parce qu'effectivement, l'exercice, les arguments. Donc, c'est pour ça que 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, on pourrait être entre 1,4 et 1,6 en fonction de si on considère que l'on baisse un petit peu ou pas un aspect ou un autre. Voilà. Je sais que c'est difficile, mais la chance, ou en tout cas les circonstances dans lesquelles nous sommes, c'est que comme on sait que la note après, elle va être arrondie au demi-point le plus proche, et en général, nous sommes tous bienveillants, et au demi-point le proche supérieur, en général. Si on a un doute, on va relire toute la copie. En tout cas, à Madrid, nous faisons comme ça, nous relisons la copie pour voir. Parce que si on a une copie à, je ne sais pas moi, à 7,2 par exemple, mettre 7 ou 7,5, ça peut faire la différence. Donc, on va relire cette copie justement et on va voir s'il n'y a pas un aspect où on a pu être un peu plus sévère et que finalement, ce 0,1 quelque part ne va pas monter la copie à 7,5 et donc être plus juste. Voilà. Donc, c'est pour ça que la chance, justement, de fait d'arrondir au demi-point le plus proche va nous permettre d'être plus juste. En tout cas, par rapport les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc, par rapport au Batibac, donc pendant nos 2 années, nous devons préparer nos élèves à l'argumentation à l'écrit, l'argumentation à l'oral, à la réponse en 70 mots et la préparation aux 2 œuvres au programme. Voilà.
Donc, pour ma part, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et si je peux vous aider, et si j'ai la réponse tout de suite, tant mieux. Et sinon, j'essaierai de vous répondre à un autre moment. Ah, pourquoi est-ce qu'on passe dans la grille effectivement de 0,2 à 0,4? Bonne question. Bien parce que le ministère nous propose cette grille-là, en fait. Mais si on regarde la grille, par exemple, je repartage si vous voulez, ou je vous le dis, à Madrid, nous avons choisi de mettre 0,3 et 0,4. C'est la grille qui est proposée. Mais vraiment, les grilles sont suggérées. Je crois qu'il faut que en tout cas, nous, ce que nous faisons à Madrid, c'est nous réunir le jury avant, en début d'année. Bon, après, parce que c'est possible dans notre communauté autonome, je comprends bien. Hein, nous avons chacun nos particularités. Mais nous parlons des grilles. Nous en discutons. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle passe de 0,2 à 0,4? Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Je crois que en tout cas, ce n'est pas interdit de passer à 0,3. Voilà ce que je vous dis. Si dans votre communauté autonome, on ne vous permettait pas, par exemple, de changer la grille, par contre, je crois que changer la fourchette, l'échelle, ça n'interfère pas sur les critères. Donc, vous pourriez. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Pour la rédaction, faut-il inclure des citations littéraires? Non. Surtout, normalement, non. Vu les sujets, on parle de la rédaction en 250 mots du premier exercice, du deuxième exercice de la première partie. Non, ce n'est pas un exercice littéraire. C'est un exercice d'argumentation. Il ne porte pas sur une œuvre. Donc, normalement, on ne devrait pas en avoir. Alors, des modèles d'essai. L'été dernier, j'ai participé à une formation que vous avez organisée, l'Institut français, l'Université d'été, formidable, animée par Marité, qui est géniale. Et nous avons créé et partagé des sujets d'essai. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent être partagés par plus. Laure, là, je te laisse la parole. Il faut que je regarde. J'ai pas la réponse là tout de suite, mais je vais le noter et je reviendrai vers vous à ce sujet parce que de toute façon, je vous tiendrai au courant de la publication de la vidéo, des vidéos, des webinaires et de la publication des supports de la formation. Donc, je pourrais ajouter ce point-là. D'accord, merci. Et alors, une autre question par rapport aux essais. Concernant les citations dans l'essai, quelle serait la manière correcte de les citer dans la phrase d'acte? Alors, l'idéal de citer la citation, moi, ce que j'explique en tout cas à mes élèves, c'est qu'en fait, elles doivent illustrer ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire qu'ils vont apporter un argument qui va justifier, puisqu'en fait, finalement, l'essai, c'est une argumentation littéraire. Bon, je simplifie beaucoup, mais en tout cas, l'exercice de nos élèves. Donc, ils vont avoir leur argument, ils vont avoir leur exemple par rapport à l'œuvre, et ensuite, ils peuvent utiliser la citation, pardon, pour illustrer cet exemple de l'œuvre. Comme le dit le personnage, je ne sais pas, de Monsieur Ibrahim, sourire, quand il parle par exemple de sourire, je ne sais plus ce qu'il dit sur le sourire, mais le sourire, par exemple. Voilà. J'espère avoir, Adéla, répondu à votre question. Hein. Merci, c'est sourire qui rend heureux. Merci beaucoup. Pardon. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous. J'espère avoir répondu à vos attentes surtout, pas vous avoir trop ennuyé avec les parties plus théoriques et législatives, pardon. Et au plaisir de vous retrouver en formation en tant que formatrice ou bien tout simplement en me formant moi aussi, puisque j'essaie de collaborer à chaque fois que je peux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à tous les participants et participantes du jour. Pour ceux qui prennent une double dose de webinaire et qui viennent aussi au webinaire d'histoire, on se retrouve encore pour une dernière séance jeudi. Pour ceux qui ne font que langue et littérature, et c'est déjà pas mal, eh bien, c'est fini pour cette saison en tout cas. On se retrouvera, on vous concoctera de nouvelles propositions pour l'année scolaire prochaine. On vous informera dès que possible. Et donc, comme je le disais, les vidéos des webinaires de cette année vont être publiées prochainement. Il faut nous laisser juste un tout petit peu de temps pour les publier. Vous les retrouverez sur le site de l'Institut français. Vous serez prévenus par mail. On vous donnera le lien pour les retrouver. Et puis, ben voilà, on vous souhaite à tous une bonne fin d'année scolaire, de bonnes épreuves Bachibac 2025. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup Anne-Laure, merci à tous. Au revoir. Au Merci, bonne revoir. soirée.